réexpliquer cette belle histoire de redressement d'une marque depuis notamment le rachat par le groupe Maus il y a 10 ans très exactement. Quand vous êtes arrivé, Lacoste avait des licences partout, des chaussures, des lunettes et tout ça. Vous avez fait un choix qui est compliqué, courageux. Vous avez décidé de couper les licences, qui vous a fait effondrer votre chiffre d'affaires pour reconstruire cette marque et son image. Il y a un moment donné, vous avez eu peur de ne pas réussir ? Non, mais bon, c'était nécessaire. Lorsqu'on veut rendre une marque désirable, il faut contrôler sa distribution, il faut contrôler ses produits corps notamment. Donc on avait à l'époque uniquement la licence textile, puisque le rachat de Lacoste c'était lié avec le rachat de Devanlay par les frères Mauss il y a quelques années avant. Ouais. Donc voilà, donc on a racheté les licences corps, notamment la chaussure, la maroquinerie, le sous-vêtement. Et puis aussi on a relimité la distribution, puisqu'on était surdistribué, ce qu'on dit dans le métier. Et donc il a fallu faire des sacrifices pendant 2-3 ans pour, je dirais, voilà, recentrer tout ça. Mais c'était nécessaire si on voulait redonner un élan vraiment fort à la marque à long terme. Et donc ça a fonctionné, puisqu'aujourd'hui Lacoste c'est de nouveau 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec un objectif à 5 ans à 4 milliards, 8500 collaborateurs au sein d'un groupe avec des marques assez fortes dans le textile. D'ailleurs, vous êtes habillé, je crois, en Couples, avec une chemise Lacoste. Vous êtes habillé des pieds Tancap par le groupe, Lacoste, Aigle, Gant, Technifibre, Couples, et des grands magasins aussi en Suisse, avec un actionnariat à 100% contrôlé désormais par la famille Maus. Tout à fait, c'est un actionnariat familial, ce qui nous donne aussi beaucoup de flexibilité, une vision très long terme. On n'est pas coté, on n'a pas de dette, donc voilà, on a une vision à très long terme de nos marques et de les développer à long terme et puis d'enrichir le portefeuille là, dans les années qui vont arriver. Voilà, Lacoste est la marque phare, mais voilà, il faudrait qu'on enrichisse ce portefeuille aussi assez dans le court terme. Ça veut dire racheter éventuellement des marques ? Oui, je pense qu'aujourd'hui on avait deux piliers, un pilier assez fort en Suisse et un pilier sur les marques internationales. Ouais. Voilà, il nous reste maintenant plus que Manor en Suisse où on a vendu nos activités de mass market. Et donc on va se développer maintenant. On a commencé, The Couple, c'est un rachat qui date de 2019. Donc, et puis on va continuer à enrichir ce portefeuille de marques sur le segment premium. Alors si on revient sur Lacoste, beaucoup d'actualités. Évidemment, vous êtes partenaire officiel de Roland Garros qui a commencé ce week-end. Vous ouvrez un magasin aussi sur les Champs-Élysées, un flagship de 1600 mètres carrés. C'est marrant parce que vous avez montré que vous étiez très fort sur la digitalisation, 30% de votre chiffre d'affaires aujourd'hui est sur le net. Pourquoi est-ce que vous ouvrez un grand magasin de 1600 mètres carrés sur les Champs-Élysées ? En fait, ça peut paraître contre-intuitif, mais ça fait plein de sens pour nous. Aujourd'hui, l'expérience, elle est clairement digitale, elle est physique et digitale. Il fallait qu'on ait ce niveau de digitalisation de notre activité pour ouvrir ce type de magasin, parce que nos clients cherchent ces expériences en fait, et digitales et in-store. Ouais. Mais ce qu'ils recherchent maintenant en magasin, c'est autre chose que juste faire du shopping. Et donc, ce magasin de 1600 mètres carrés, voilà, c'est un endroit où il y a beaucoup d'expériences, de la customisation, il y a beaucoup d'écrans, beaucoup d'expériences digitales et avec le client. Donc voilà, c'était le but, c'était aussi d'offrir à nos clients cette expérience-là en magasin. Donc voilà, c'est un premier. On va ouvrir un deuxième très gros magasin aussi à Londres en début d'année sur Regent Street. Et ça fera partie de notre stratégie d'avoir dans les grandes villes des flagships qui permettent justement aux clients d'interagir avec la marque. Alors, les Champs-Élysées, est-ce que, j'en profite du coup, est-ce que les touristes sont revenus sur les champs ? Est-ce que c'est un pari, les champs, on est qui est sinistré par les gilets jaunes, par le Covid. On en est où aujourd'hui ? Non, aujourd'hui les touristes sont revenus, pas tous. Les touristes asiatiques ne sont pas encore revenus, voilà, liés à la situation que l'on connaît. Mais voilà. Les touristes américains, le Moyen-Orient, il y a beaucoup. Voilà, on a retrouvé, je dirais, à peu près 80% du flux classique des Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, c'est environ 100 millions de visiteurs par an. Donc voilà, si on espère en capter 1%, ça fera 1 million de visiteurs dans la boutique, ça sera plutôt bien. Alors je le disais, vous avez une sacrée performance sur la vente sur le web, sur le digital, 30%. Votre objectif, c'est d'être à 40% d'ici 2026. C'est plus que vos concurrents. J'ai regardé, c'est 10-15 points de plus en général que vos concurrents. Ça fait de vous une marque effectivement de bi-distribution. Comment on fait pour avoir ces 10-15 points de plus que le marché ?
Déjà, on commence plus tôt. Ouais. Moi, quand je suis arrivé en 2014-2015, on faisait moins de 2% du chiffre d'affaires sur le digital. On a beaucoup investi. C'était une des priorités absolues depuis que je suis arrivé, d'investir en fait sur tout ce qu'on appelle le front office et toute cette partie digitale. Et puis, on a eu une stratégie en fait de faire de notre digital l'équivalent de ce qu'on va appeler nos magasins flagship. Donc, c'est un site notamment où la politique de prix est la même, voilà, où on est assez premium dans notre expérience. Donc, on a développé ça partout dans le monde. On est présent dans presque 90 pays. Voilà, et aujourd'hui, voilà, on a à peu près 30%, comme vous le disiez, de notre chiffre qui se fait sur ce digital. Et puis surtout une interaction, encore une fois, parce que le digital, c'est du chiffre, mais c'est pas que ça. C'est clairement une interaction du client avec la marque. C'est lui raconter des histoires, c'est encore une fois lui apporter des expériences. C'est pas que du shopping. Je pense que quand on pense digital et si on pense que shopping, voilà, on n'a qu'une partie de la réponse, je dirais, à ce canal. Donc voilà, aujourd'hui, c'est sûr que c'est 40%, c'est un objectif, je ne sais pas si ce sera 35-40. Ce qui est certain, c'est que ça nous a permis, notamment pendant le Covid, de passer la crise beaucoup mieux que nos concurrents. Parce que l'année du Covid, on a dû perdre environ 10% de notre chiffre d'affaires, quand nos concurrents perdaient entre 20 et 30. Ouais. Donc voilà, et puis ça nous permet de rebondir aussi plus vite, voilà, et puis d'avoir, voilà, je dirais, cette stratégie pour l'avenir et d'atteindre ces 4 milliards d'ici 5 ans. Alors vous disiez, vous avez racheté The Cooples en 2019. Quelle est votre vision et votre stratégie pour cette marque qui, elle aussi, à un moment donné, a un peu souffert, effectivement, de l'absence de renouvellement des gammes. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de The Cooples ? C'est une marque qui est jeune, c'est une marque qui a 10 ans, hein, The Cooples, qui a eu un démarrage foudroyant avec un positionnement très segmentant. Je pense que cette marque l'avait un peu perdue, elle s'était un peu noyée dans ces marques de luxe, de luxe abordable. On s'y retrouvait d'ailleurs un peu plus. Voilà, la stratégie, elle est claire, c'est de refaire une marque. C'est une marque qui est vraiment destinée aux jeunes générations, à la Gen Z. Donc une marque avec des assortiments qui vont complètement évoluer là à partir de juin. Voilà, beaucoup plus audacieux, voilà, en termes de produits. Et puis une communication un petit peu aussi disruptive qu'on va commencer à partir de juin et qui va se prolonger jusqu'à la fin de l'année. Donc moi j'ai très confiance. C'est une marque qui a un taux qui est très aimé au niveau des jeunes générations. Elle a ce côté un petit peu rock finalement qui manque à certaines autres marques sur ce positionnement. Donc voilà, un renouvellement des gammes, une communication qui va changer et puis un nouveau flagship sur les Champs-Élysées qui va arriver en octobre, qui sera à la place de l'ancien magasin Lacoste. Qui est un peu plus haut sur les Champs-Élysées. On voit que dans ce secteur du retail, il y a beaucoup d'échecs. Là, vous démontrez, Thierry Guibert, que voilà, avec vos reprises successives, vous arrivez à transformer, à redonner un peu à des marques toute leur aura. Vous avez vu qu'il y a Pimki qui est à vendre la famille Mulliez, ça vous intéresse ou pas ? Non, nous on est positionné, voilà, comme on dit, sur le segment premium. Ce qui nous intéresse, c'est d'apporter de la valeur à nos marques, de développer nos marques, de les rendre plus désirables. Je crois qu'en fait, le secret, c'est que les marques, il faut travailler les marques sur le long terme. Voilà. Il faut pouvoir avoir vraiment une vision des marques sur le long terme. Et je crois que c'est ça aussi qui plaît au consommateur. Le consommateur est beaucoup plus aujourd'hui exigeant qu'il ne l'était. Je dirais qu'aujourd'hui, il veut, si je prends l'exemple de Lacoste, il veut du design et du confort. Voilà, il veut les deux en même temps. Voilà, il a une vraie vision aussi de ce qu'il ne veut pas. Donc je crois qu'il faut avoir une vraie volonté de développer les marques. Ça prend du temps, voilà, c'est le fond de la marque qui fait toujours la différence. Donc voilà, j'espère que ça va continuer. Vous parliez de qualité, on avait ce matin une petite entreprise Bretagne, Loire-Atlantique qui fabrique de la maille en France. C'est aussi une tendance chez les consommateurs, la volonté des produits sourcés, d'être plus écologiquement responsables. Est-ce que c'est aussi pour vous, à terme, ou même tout de suite, une priorité ? Oui, c'est une priorité. C'est une priorité. Nous, on est en France depuis tout le temps, puisqu'on a nos usines, on a une partie de nos usines qui sont à Troyes. On a un gros site à Troyes où on fabrique justement de la maille. Et puis, on a quelques autres points quelques ateliers aussi en France. On en a 5 en tout. Oui, je pense que c'est une volonté de savoir en tout cas maintenant l'origine des produits et puis je dirais la durée de vie aussi de nos produits. On sait que le textile c'est un métier polluant. Pour nous, une de nos absolues priorités, c'est clairement la durée de vie de nos produits. On sait que si on arrive à augmenter la durée de vie de nos produits, on baissera significativement notre impact en fait sur l'écosystème environnemental. Donc c'est ce à quoi on travaille. Vous n'avez pas peur de baisser votre chiffre d'affaires du coup ? Non, parce qu'à un moment donné, il y a une fidélité à la marque, je crois aussi. Et puis, une marque premium, comme Lacoste notamment, et si je parle du polo
Polo, qui est son produit iconique, c'est aussi d'abord un gage de qualité. Donc augmenter la durée de vie de 30-40% à l'avenir, ça fait partie, je dirais, ça rentre tout à fait dans notre stratégie en fait de développer de la qualité sur nos produits. Mais je crois que c'est d'abord ça. Après, il y a plein d'autres petites actions qui peuvent être faites, mais en tout état de cause, là où vous avez raison, le consommateur et le jeune consommateur aujourd'hui, il y est très attentif. Et il est attentif au-delà de la communication. Il est attentif sur l'authenticité du message des marques. Vous avez un long parcours dans le retail. Vous étiez aux côtés de François-Henri Pinault au moment de la Fnac, Conforama, aujourd'hui le groupe Maus et Lacoste. C'est quoi votre vision de l'évolution du retail dans les prochaines années ? Ouais, je crois qu'on est dans ce mode expérientiel. Moi, je crois beaucoup au fait que le magasin physique va persister, mais il doit apporter autre chose que ce qu'il apportait auparavant. Donc, je prends l'exemple de nos marques. La vision, c'est probablement un peu moins de magasins, une densité de magasins un petit peu moindre, mais par contre, voilà, des magasins qui proposent beaucoup plus de choses et beaucoup plus d'interactions avec nos clients. Bon, à Lacoste, enfin à Roland-Garros, pardon, il y a de la concurrence pour Lacoste. Vous avez vu, il y a de plus en plus de marques, même des marques qui ne sont pas dans le domaine du sport, qui sponsorisent les joueurs. Hein. Ouais, le sport, c'est le sport, le tennis qui est un sport aussi un peu, j'allais dire, d'image, voilà, qui allie l'élégance à la performance sportive, c'est un sport qui attire. Bon, nous on est dans ce domaine depuis 90 ans, puisque notre fondateur René vient d'ici. Ouais. Donc voilà, c'est pareil, il faut être consistant. Donc je pense qu'on est consistant dans notre partenariat avec le tennis, le golf. Voilà, on va continuer. On a aujourd'hui le numéro 1, le numéro 2 mondial en tennis, donc c'est plutôt des beaux étendards pour nous. Vous parlez de René Lacoste, plus de lien avec la famille Lacoste depuis le rachat en 2012. Hein. Plus de lien direct. On a Beryl Lacoste, qui est la petite fille de René Lacoste, qui était à notre conseil d'administration pendant longtemps, et puis des liens informels, parce que voilà, il faut justement toujours avoir ces liens-là. Et puis après Roland-Garros, il y aura les Jeux Olympiques, puisque vous habillez l'équipe de France. Alors on n'habille plus l'équipe de France. Ah, vous l'habillez plus ? On l'a habillé jusqu'à... Vous l'avez perdu là, le contrat ? Voilà, il y a eu un appel d'offres et on n'a pas voulu faire un petit peu n'importe quoi en termes de coûts, exactement. Ouais. Mais on accompagnera, on est partenaire du CIO par ailleurs, donc on accompagnera quand même les Jeux Olympiques, voilà, et puis Paris 2024. Merci Thierry Guibert, président directeur général de Lacoste et du groupe Maus, d'avoir été l'invité de Good Morning Business ce matin. Tout de suite, il est 8h30, c'est le journal. Merci. Rendez-vous exceptionnel, jeudi 2 juin. BFM Business poursuit son tour de France et s'installe à Toulon. Venez à la rencontre de tous ceux qui font rayonner l'économie depuis la Provence. Good Morning Business sera au rendez-vous et 60 minutes business jouera les prolongations sur 2 heures pour cette nouvelle